Bienvenue sur un air de RH, le podcast 100% dédié aux professionnels RH et aux dirigeants d'entreprise, imaginé par les éditions Tissot et Culture RH. Je suis Élodie Clarion et je suis ravie de vous accueillir pour ce premier épisode de l'année. Dans ce podcast, des professionnels partageront avec nous des solutions qu'ils ont trouvées et mises en place pour faciliter l'application du droit du travail au sein de l'entreprise au bénéfice des salariés. Lors de la première saison, nous avions accueilli Delphine Villhomme avec qui nous avions abordé la thématique des relations sociales en entreprise, les bonnes pratiques et les causes les plus récurrentes de friction entre acteurs concernés. Depuis, la crise sanitaire est passée. De nombreuses réunions ordinaires ou extraordinaires ont eu lieu, les premiers CSE ont été renouvelés. Bref, la vie de l'entreprise a continué. Mais comment les relations entre représentants du personnel et professionnels RH ont-elles évolué? Quelles sont les actualités à ne pas rater en ce début 2023? Quels sont les sujets clés à retenir pour cette année? Et comment pourriez-vous profiter du début d'année 2023 pour renouer, relancer le lien social en entreprise? Pour répondre à ces questions, nous avons à nouveau fait appel à Delphine Villhomme, consultante en relations sociales. Cela nous permettra de faire un bilan de cette année 2022 et de nous projeter sur 2023. Bonne écoute! Bonjour Delphine, Bonjour, merci d'avoir accepté cette invitation. ravie de vous retrouver aussi. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors oui, je suis Delphine Villaume, donc j'interviens maintenant depuis, un peu plus de 13 ans dans les relations sociales. Dernièrement, j'interviens en tant que consultante dans l'expertise, dans un cabinet d'expertise qui accompagne les représentants du personnel. Donc je fais du diagnostic social essentiellement, donc c'est-à-dire que je regarde comment se porte leur rémunération, l'égalité professionnelle, les mouvements du personnel pour, restituer, des éléments, dont peuvent se servir les représentants du personnel. Mmh. Alors, depuis notre dernier échange, est-ce que tu as vu une évolution, positive ou négative concernant les relations entre les élus et les professionnels RH? Alors, il est toujours un peu compliqué de dresser des généralités, mais je dirais que dans un contexte, post-crise sanitaire et dans un contexte où l'inflation est très forte, on voit que les situations se sont exacerbées. Là où il y avait des tensions dans les relations sociales, là où il y avait un climat de défiance, c'est d'autant plus vrai aujourd'hui. Mmh. Et en 2020, les sujets de licenciement économique étaient plutôt à la une de l'actualité. Est-ce que c'est toujours aussi présent dans l'actualité des entreprises? Alors, c'est vrai qu'en 2020, quand on faisait de l'accompagnement à la négociation, on constatait une hausse des licenciements pour motif économique et ce constat qu'on ressentait, sur le terrain, en tant que consultant, ça a été confirmé par l'INSEE puisque, l'INSEE a relevé, plus 20 de licenciements pour motif économique en 2020 par rapport à 2019. Ce chiffre a commencé à baisser, dès fin 2020, puis en 2021 et en 2022, principalement en raison du recours au chômage, partiel puisque, l'activité partielle a justement pour objet de réduire les ruptures de contrat. Lorsqu'il y a une activité partielle, il n'est pas possible pour l'employeur de, simultanément, faire une réduction d'effectifs qui porterait sur le même type d'activité. Après, compte tenu du contexte économique aujourd'hui qui est quand même, enfin qui se tend beaucoup, on peut, se demander si le sujet ne va pas revenir, dans l'actualité en 2023. OK. Et du coup, tu disais tout à l'heure que les tensions entre les élus et les entreprises se sont exacerbées depuis, la crise sanitaire et ça, du coup, comment tu l'expliques? Alors le fait qu'il y ait des tensions exacerbées, je dirais que, c'est parce que les sujets enfin, aujourd'hui, il y a le sujet de l'inflation, par exemple, touche aux rémunérations, parce qu'on est sur le maintien du niveau de vie et ça touche à des enjeux extrêmement forts. En plus, quand on a une inflation, Eurostat parlait, dès juin de cette année d'une inflation autour de 6,5. On est sur un écart énorme, enfin un rattrapage, important à faire pour le maintien du niveau de vie. Donc forcément, ça veut dire, des, négociations, sur les rémunérations qui risquent, d'être, un peu compliqué et un risque de mouvements sociaux. Donc quand il y a eu déjà un climat de défiance entre les représentants du personnel et la direction, on est, d'autant plus sur une situation, qui est compliquée. Mmh, tout à fait. Et est-ce que certains professionnels continuent de considérer les élus plutôt comme des freins à la mise en place de leurs projets? Alors là aussi, je dirais qu'il existe des réalités très différentes. Ça dépend, du climat à l'intérieur des entreprises, mais oui, là où les relations, sont tendues et où il y a un fond de défiance, souvent on trouve un peu les mêmes raisons qui émergent. C'est-à-dire que, il y a, une mauvaise perception souvent des interlocuteurs. Certains RH ont tendance à sous-estimer, la capacité des élus à, dans un premier temps, comprendre les sujets complexes et à remonter les problématiques qui sont issues du terrain.
Et en sous-estimant, les élus, les RH, ils peuvent passer à côté des préoccupations et des priorités des élus lors des réunions et de passer à côté, des priorités des remontées terrain, ça nuit aux consultations et aux négociations. C'est vraiment important pour les RH, à mon sens, de faire l'effort de se mettre à la place de leurs interlocuteurs pour, aborder le fond du sujet et ne pas rester sur des postures et des mésententes qui nuisent, au traitement du fond. Et alors, qu'est-ce que tu conseillerais aux professionnels RH en cas de blocage dans les négociations? Alors c'est là aussi, ça peut être un peu compliqué de savoir ce qui est à l'origine précisément des blocages. Peut-être qu'il y a eu des manquements aussi au moment de la phase, préalable de la négociation. Est-ce qu'elle a été préparée et de quelle façon? Je dirais qu'il faut reposer, les choses à plat avant la réunion d'après. Est-ce qu'il y a par exemple des motivations communes qui ont été identifiées? Est-ce que si on a identifié des motivations communes, on a mis en face des mesures concrètes, on a proposé des mesures concrètes? Par exemple, pour, prendre un exemple dont on a beaucoup parlé, qui est, l'accord égalité professionnelle et qualité de vie au travail. On a des mesures qui tournent autour de la meilleure conciliation vie professionnelle, vie personnelle à travers la mise en place du télétravail. Ça peut être une motivation commune aux RH et aux élus puisque, ils peuvent avoir intérêt à développer le télétravail, pour, plein de d'avantages qui sont liés à cette modalité de travail. Et si on aborde d'abord cette question-là, d'abord les questions comme ça qui permettent de converger vers des mesures, qui vont à tout le monde, ça permet de générer un climat de confiance. Et on peut après s'appuyer sur ce climat de confiance pour, aborder des sujets qui sont davantage source de tension. Tout à l'heure, je parlais des sujets sur les rémunérations. Quand ça touche aux rémunérations, généralement les crispations, sont plus fortes, donc ça peut être intéressant de se reposer sur des mesures qui sont plus faciles à mettre en place. Oui. Et il y a aussi une autre façon, enfin pour mettre fin à des blocages, on peut aussi essayer de faire du troc en quelque sorte, pour ceux qui aiment bien les anglicismes, on parle de trade-off. En fait, c'est on a une mesure qui peut satisfaire l'autre partie, donc en l'occurrence, on est RH, on sait qu'il y a une mesure qui est importante pour les élus. Nous, ça entraîne des concessions qui sont pas forcément, compliquées à faire. En échange, on demande aux élus de faire une concession sur quelque chose qu'ils étaient pas forcément prêts à entendre, mais voilà, qui ne sont pas non plus qui relèvent pas une concession, trop forte d'une concession trop forte pour eux et on fait un échange entre ces mesures-là pour avancer ensemble dans la négociation. Et ensuite, alors ça, c'est déjà un point que j'avais un peu abordé la dernière fois que nous nous étions parlé, c'est les aspects logistiques. On a tendance à pas assez les valoriser. Alors, bien sûr, le fond, est plus important que la forme, mais la forme joue aussi. Est-ce qu'on a choisi une bonne salle? Est-ce qu'il y a un confort dans cette salle? Est-ce qu'elle est chauffée correctement? Enfin, même si aujourd'hui on parle de sobriété énergétique, est-ce qu'il y a un écran de projection disponible? Est-ce qu'il y a suffisamment de copies papier pour tous les élus, que tout le monde a le même degré d'information? Et récemment, par exemple, des représentants du personnel m'ont dit: «C'est dommage, la direction avant en réunion apportait les croissants». On était une réunion qui commençait, particulièrement tôt le matin et c'est des petites choses, mais en fait, ça peut améliorer le climat de confiance et finalement, bon, on se dit des croissants, voilà, pour l'investissement, ça peut être rentable d'une certaine façon pour un RH de se dire: Quelles sont les petites choses qui peuvent accompagner un environnement serein qui me permettra aussi de, derrière avoir une négociation qui se passera, le mieux possible». Oui, et bien prendre en compte en tout cas, ce cadre-là, l'importance de ce cadre. C'est ça et sur la même, enfin, toujours en parlant du cadre, il y a aussi une histoire de posture et d'écoute. Par exemple, ne pas regarder trop son téléphone, de montrer à l'interlocuteur qu'on l'écoute et Mmh. qu'on le comprend, qu'on comprend complètement ce qu'il veut dire, ce qui ne veut pas dire qu'on est du même avis. Comprendre, ça ne veut pas dire, être complètement en accord avec Oui, bien sûr. ce que dit l'autre et pareil, lorsqu'une mesure est refusée, toujours essayer d'expliquer les raisons légitimes qui expliquent ce refus. On a refusé cette mesure parce que le droit, par exemple, nous permet pas de mettre, d'accepter cette mesure, voilà, qui porte ou alors une jurisprudence. Enfin, ça peut être quelque chose en plus de très factuel que les représentants du personnel arriveront à comprendre. Mmh mh. Et lorsqu'une négociation est en cours, bah, justement, comment réagir du coup lorsqu'il y a des informations qui sont erronées et qui sont communiquées aux salariés par l'intermédiaire des élus ou des RH? Alors effectivement, ça peut être une question assez délicate, parce que quand il y a des désinformations et elles sont pas forcément volontaires, c'est toujours compliqué à contrer. Rétablir la vérité est toujours beaucoup plus coûteux en temps que d'énoncer une information erronée. C'est ce qu'on appelle la loi de Brandolini. La communication, qui sera faite en retour à cette désinformation aura pour but de rétablir la vérité et elle devra s'accompagner de beaucoup de pédagogie. Les salariés doivent comprendre l'ensemble des éléments qui caractérisent la situation.
On a eu un exemple dans l'actualité récente. En octobre, on avait eu beaucoup d'informations autour de ce qui se passait à Total Energy, parce qu'il y avait un mouvement social là-bas et la direction a parlé d'opérateurs de raffinerie qui gagnaient en moyenne 4 300 € par mois. Ça a été beaucoup relayé, dans les médias et ça ne reflétait pas, pour les représentants qui étaient en négociation, ça ne reflétait pas la réalité du terrain. Les ouvriers en 3-8 ne se retrouvaient pas dans ces 4 300 € par mois et dans ces cas-là, il est important de faire de la pédagogie, d'expliquer quels sont les indicateurs à prendre en compte. En l'occurrence, la moyenne n'était pas le bon indicateur parce qu'il suffisait de compter, dans le lot des salariés, visés des postes de direction avec des hautes rémunérations et la moyenne était lissée vers le haut. Alors que si on avait utilisé, par exemple, l'indicateur qui est la médiane, qui sépare, tous les salaires, pour moitié, en fait, on prend l'ensemble des salaires et il y a, la médiane, ça veut dire que 50 des salariés touchent au-dessus de cette médiane et 50 en dessous, là, on voit que c'est plus révélateur. Parce que, par exemple, enfin, vous expliquer un peu ce point, admettons, on a une dizaine de personnes, on a 7 personnes qui touchent 2 000 € par mois. On en a 3 qui ont des très hautes rémunérations qui vont de 7 000 à 10 000 €. Si on fait une moyenne rapide, on arrive à 4 000 € en moyenne, alors qu'on voit bien qu'il y a 70 des salariés qui touchent moins que ces 4 000 € puisqu'ils sont 70 à toucher 2 000. Et si on faisait la médiane, on arriverait bien à ces 2 000. Donc voilà, après l'importance aussi d'être pédagogue, d'utiliser les bons indicateurs pour, permettre de lutter contre la désinformation, qui est encore une fois pas forcément, voulue. Mmh mh. Et alors l'année 2022 a entraîné les premiers renouvellements de CSE. Quel bilan tu pourrais faire de cette période? Est-ce que tu as constaté des difficultés ou des optimisations sur ces renouvellements, suite à la création des CSE? Alors pour le moment, il y a assez peu de renouvellement des CSE. Il y a enfin l'essentiel des renouvellements interviendront en 2023. On dit qu'il y a à peu près 70 des CSE qui se OK. renouvelleront plutôt au deuxième semestre 2023. Mais effectivement, il y a déjà des CSE qui se sont renouvelés. La principale activité dont on parle, et d'ailleurs y compris pour ceux qui vont se renouveler en 2023, c'est la constitution des listes. Aujourd'hui, il y a un manque de candidats, il y a beaucoup de salariés qui n'osent plus, se présenter, pour être, représentants du personnel parce qu'il y a des enjeux, il y a des risques, enfin c'est pas une posture facile et puis il faut aussi exercer son mandat avec son activité de salarié. Donc c'est pas forcé enfin c'est un équilibre à trouver qui est pas forcément, motivant. Mmh. Ensuite, dans les enjeux, je dirais qu'il y a une volonté d'améliorer les accords qui ont été mis en place, au moment de la précédente, des précédentes élections et qui portent sur le fonctionnement du CSE. Et là encore, bon, on ne peut pas faire de généralité, ça dépend des enjeux des élus. Par exemple, dans les entreprises multisites, les enjeux se situent surtout autour du nombre et du périmètre des établissements. Si, il y a plus d'établissements qui sont, définis dans l'accord, ça veut dire aussi plus de CSE qui sont mis en place et donc potentiellement plus de mandats derrière, pour les représentants du personnel. Oui, du coup. Mmh. Mmh. Et quels sont les sujets de ce début d'année 2023 en matière de relations sociales? Alors parmi les sujets, je dirais, relativement légers, il y a les aménagements des bureaux puisque depuis, 2021, a émergé les questions autour de nouvelles organisations de travail. Je parlais tout à l'heure du télétravail et c'est vrai que des entreprises se sont dit: «Bon, bah, est-ce que, le télétravail, nous permet de travailler différemment, d'aménager les bureaux différemment?» Certains parlent de flex office, Mmh. c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place désignée pour le salarié et le salarié, prend une place, qu'il trouve au moment où il arrive, et ça peut permettre à certaines entreprises d'accroître leur effectif sans avoir à déménager ou de libérer des étages qui sont loués. Donc alors ça peut enfin je dis des sujets plus légers et malgré tout ça peut soulever des tensions parce que dans la mise en place d'un flex office, ça peut soulever des questions autour des conditions de travail, enfin ça nécessite quand même, à être suivi de près. Mais ensuite, il y a un sujet qui est beaucoup plus lourd et j'en ai déjà parlé, c'est, celui du maintien du niveau de vie. Comme je le disais tout à l'heure, on avait déjà une inflation forte en juin de cette année. Donc là où, classiquement les négociations autour des salaires, émergent plutôt en janvier, là, dès le dernier trimestre de cette année, les entreprises ont ouvert les négociations parce qu'elles redoutaient d'être confrontées à des mouvements sociaux, qui étaient en lien avec, cette volonté, pour les élus de maintenir le niveau de vie des salariés. Et comment on peut utiliser ces moments pour relancer le dialogue social, que ça soit au sein de l'entreprise, pour celles où il y a des difficultés? Alors pour ce qui est du maintien du niveau de vie, comme je le disais tout à l'heure, je pense que s'il y avait déjà des tensions, c'est pas le bon sujet pour pour se réconcilier malheureusement. Oui, c'est pas Ça ça risque, qui va voilà, être c'est ça, là. ça risque d'exacerber les tensions qui existaient Mmh. déjà. En revanche, sur le réaménagement des bureaux, c'est un sujet où, je pense qu'on peut, impliquer, enfin la direction avant
avant justement de savoir concrètement ce qu'elle va faire, elle peut impliquer le plus possible les représentants du personnel pour penser de manière paritaire l'aménagement des bureaux, quelle va être la configuration de demain et plus elle les impliquera, plus, il y aura, la possibilité de renforcer un lien de confiance. Et les sujets qui relèvent des agissements sexistes ont davantage, du coup, on le voit aujourd'hui, ont davantage d'écho en tout cas. Comment les professionnels RH et les élus peuvent-ils s'emparer du sujet? Alors effectivement, aujourd'hui, on parle beaucoup plus de ces agissements sexistes et bah, de l'événement, plus grave qui est, le harcèlement sexuel Mmh, et pour ça, bah, déjà, il y a la possibilité la possibilité, l'obligation même de nommer un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Donc ce référent doit être désigné parmi les membres du CSE. Et ensuite, il a d'accord. pour rôle d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés sur le sujet. Donc là, c'est vraiment le rôle, du référent. Ensuite, au niveau de l'entreprise, il peut y avoir des actions de sensibilisation ou de formation. Ça permet aussi de sortir un peu des postures caricaturales. On a tendance à identifier assez bien le collègue qui relève des blagues lourdes, mais on s'aperçoit moins du sexisme plus insidieux qui, est voilà, et du plafond de verre aussi, par exemple, ou des postures, enfin voilà, des petites remarques qui peuvent paraître anodines, mais qui relèvent des agissements sexistes. Mmh. Et sensibiliser, former, ça peut permettre d'avoir, enfin de permettre à tout le monde d'avoir le même niveau d'information et d'avoir la même ouverture d'esprit. Parce que là encore, il n'y a pas forcément de mauvaise volonté, il y a aussi une méconnaissance du sujet. Et Ouais. enfin, je dirais qu'il est important pour l'entreprise de penser aussi à un dispositif. Donc ça peut être à travers, la mise en place d'une ligne d'écoute qui permet d'accueillir la parole du salarié et ensuite de l'accompagner. Est-ce que, en fonction de la gravité des agissements, est-ce qu'on va sur une enquête parce qu'il y aurait harcèlement? Voilà, ça permet d'accompagner le salarié, de ne pas le laisser seul et de savoir qu'il a un interlocuteur, qui autant que possible sera neutre pour, accueillir sa parole. Et dans cette, démarche d'accompagnement, est-ce que dans les petites structures justement, ils qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir une ligne d'écoute, qu'est-ce que eux peuvent mettre en place? Alors là, ça peut être le référent en fait qui aura pour rôle d'être l'interlocuteur, le salarié qui veut remonter des agissements sexistes, je peux aller voir le référent et le référent peut demander à ce qu'il y ait justement des actions de sensibilisation et de formation, là, je pense que enfin, les actions de sensibilisation et de formation, sont assez peu coûteuses. Je pense que si on a un petit collectif justement, on pourra assez vite former, l'ensemble de son collectif sur les principaux, freins ou les voilà, enfin tout le contour des agissements, sexistes. Et alors, je vais quand même poser la question parce qu'il existe des cas où un salarié qui, pour le coup, est auteur de violences, mais qui est protégé par sa direction, qui ne prend pas la mesure du sujet parce que cette personne-là, ce salarié occupe un poste à responsabilité. Que peuvent faire dans ce cas-là alors les RH et les élus? Alors oui, effectivement, c'est un sujet assez délicat et malheureusement un sujet qui n'est pas rare. Enfin, on est, nombreux à avoir, en tête un sujet comme ça et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on est sur, un schéma un peu malheureusement classique où c'est une personne en situation, de poste à responsabilité qui use de sa posture pour avoir un comportement qui relève du harcèlement. Alors, le harcèlement il est défini par les juges mais, en tout cas des agissements répétés, qui dénigre la personne et qui a des conséquences sur sa santé et quand, cette personne a des grandes responsabilités, souvent, bah, elle est effectivement protégée par sa direction et là, c'est compliqué pour les RH et les élus d'agir. Donc déjà, il y a une obligation pour les RH, enfin que comme représentants de l'employeur, ils ont une obligation d'agir puisque ça relève de leur obligation de santé sécurité. Ils doivent mettre en place une enquête. Alors là, attention, l'enquête, elle peut être faite en interne, mais je le conseille pas. Pourquoi? Parce que quand l'enquête est faite, en interne, pour la jurisprudence, ça peut être enfin, elle Mmh. peut être jugée, impartiale. En fait, on l'a Oui. vu, c'est souvent que la jurisprudence, dit que, quand l'enquête est interne, les questionnaires sont pas forcément bien faits. Il peut y avoir un respect, que partiel du principe du contradictoire. Donc c'est-à-dire que le salarié enfin qui serait auteur des faits de harcèlement aurait pas eu la possibilité de prendre connaissance de l'ensemble des éléments de l'enquête, aurait pas pu présenter ses observations. Donc c'est là où je recommande l'intervention d'un cabinet extérieur. Donc là, au choix de la direction et des représentants,
là encore, c'est mieux si c'est fait de manière concertée, s'ils, choisissent le prestataire ensemble et ça permet d'avoir une personne externe qui va pouvoir avoir, sa méthodologie sur les questionnaires et qui n'aura pas ce prisme-là d'être affecté parce qu'il connaît indirectement, tel et tel responsable et qu'il l'appréciait et qu'il ne le pensait pas capable d'être auteur de violences, sexuelles. Oui et au moins avec une personne comme ça, avec un organisme externe, il y a vraiment pas aussi de on s'assure qu'il y ait pas de jugement et on se protège de tout ça. Exactement, il y a moins de risques de contentieux derrière parce Mmh, que, en fait, il y a 2 principaux risques. Il y a le risque qui est lié à la victime. La victime, si rien n'est fait pour la protéger, elle peut attaquer son employeur, pour non-respect de l'obligation santé-sécurité dont je parlais et il y a le salarié qui aurait une sanction. Par exemple, le salarié auteur des faits qui serait licencié parce qu'on lui dit: «Tu as été auteur de harcèlement, tu es licencié». Mais si derrière la procédure n'a pas, enfin l'employeur ne montre pas que l'enquête a été impartiale, qu'il y a eu un respect du contradictoire, le licenciement, par exemple, pour faute grave, peut être requalifié et ça peut avoir des conséquences financières pour l'entreprise. Donc c'est important, même si c'est un coût sur le moment de mandater un cabinet externe, je pense qu'en raison des conséquences énormes que ça peut avoir, c'est la chose à faire et en plus, ça permet derrière de repenser, ces méthodologies internes. Comment on peut faire en sorte que ça ne se reproduise pas? Enfin, ensuite, quelles leçons on tire de cette situation? mmh mh. Et pour terminer sur une note, un peu plus joyeuse, qui dit début d'année dit résolution. Donc si tu devais donner 3 résolutions à suivre pour un élu en 2023, elles seraient quoi? Alors côté élu, je dirais, enfin notamment pour les représentants du CSE, bien préparer les préparatoires. Donc les préparatoires, c'est les réunions qui précèdent ce qu'on appelle les plénières, donc là où ils sont avec leur direction et là, ces préparatoires, elles doivent avoir pour objet de tenter autant que possible de parler, des divergences et de se mettre d'accord ensemble. En fait, l'idée, c'est que si les représentants du personnel arrivent à trouver des compromis entre eux, ils arriveront d'autant plus à trouver des compromis derrière avec la direction et à parler d'une seule voix. Donc c'est important, même s'ils ont, ils représentent pas forcément enfin, comme ils sont représentants du personnel, mais ils sont aussi, dans leur activité professionnelle, ils peuvent avoir, plus de facilité à défendre tel ou tel aspect et c'est important qu'ils se mettent d'accord de manière, anticipée. Ensuite, je dirais le deuxième point important, c'est d'oser poser des questions en réunion. Il faut qu'ils se sentent légitimes. Parfois, je vois des représentants du personnel qui se sentent pas assez légitimes, alors qu'ils représentent un collectif de travail. Donc ils doivent être en mesure de comprendre tout ce qui se joue et comme on le dit souvent, enfin pour plein d'autres, configurations, il n'y a pas de questions bêtes. Enfin, il faut vraiment oser poser les questions, demander comment sont construits les indicateurs, et vraiment, voilà, il faut qu'ils puissent avoir tous les éléments qui leur permettent d'avoir une vision claire de ce qui se passe. Et la troisième résolution qui est en lien avec ça, c'est se former. Se former au-delà des formations obligatoires, qui sont liées à l'exercice du mandat. Par exemple, si justement on parlait tout à l'heure d'égalité professionnelle, ça peut être intéressant pour certains élus, pas forcément tous, de se former à l'égalité professionnelle pour être à jour des questions, pour savoir ce qui se fait ailleurs, pour parler avec d'autres élus qui seraient peut-être formés dans le même organisme de formation. Donc c'est vraiment important et même pour les RH, je dirais que c'est extrêmement important d'avoir des élus bien formés. Puisque des élus bien formés, ça veut dire des élus aussi qui vont, mieux comprendre les enjeux des projets et les RH vont pouvoir se reposer sur cette compréhension pour détailler des points techniques. Donc ça peut être intéressant aussi, toujours pareil, dans une volonté, de faire naître un climat de confiance, les RH peuvent dire: «Bah, on vous finance par exemple cette formation, vous n'aurez pas à l'imputer sur votre, budget de fonctionnement parce que voilà, nous souhaitons aussi que vous progressiez sur le sujet» et de mettre en avant comme ça, ce qui serait un avantage pour les élus et ce qui permettrait aux RH de montrer qu'ils sont de bonne volonté. Et pour un professionnel RH? Et enfin, côté, professionnel RH si on devait dresser 3 grosses résolutions, je dirais, bien s'organiser avant une consultation ou une négociation. C'est-à-dire, préparer des échanges, par exemple, en identifiant, précisément les objectifs, liés à l'objet de la réunion ou à la négociation. Identifier ce dont je parlais tout à l'heure, les motivations communes. Quelles sont les motivations, communes aux 2 parties et quelles sont les concessions possibles? C'est bien de les avoir en tête avant d'amorcer les discussions. Et surtout, ne pas négliger l'environnement, comme je le disais tout à l'heure, le choix de la salle, le matériel, à disposition, les repas, enfin des choses comme ça qui peuvent améliorer, l'environnement de travail pour les élus et les RH. Ensuite, en deuxième résolution, je dirais ne pas sous-estimer ses interlocuteurs. J'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment important.
de se mettre à la place autant que possible, à la place des élus, d'essayer de comprendre ce qui se joue, dans les relations et de ne pas être, sur de la posture. Parce on n'avance pas dans le fond, on n'avance pas dans la technique si on pense que la personne en face est soit pas assez compétente pour comprendre ou se braque facilement. Enfin, dès qu'on est sur le jugement personnel, dès qu'on se dit, en face, «Non, il est de mauvaise volonté» ou «Il veut pas, il comprend rien», on n'avance pas sur le fond. Donc vraiment, il faut, dépasser ces postures, et des 2 côtés, hein. On a souvent tendance à voilà, à caricaturer, la personne en face, mais c'est important d'aller au-delà et d'avoir une vision, le plus la plus factuelle possible. Et ensuite, en troisième résolution pour les RH, je dirais comme pour les élus, se former. Se former parce que ça permet, bah, de rester à jour sur les sujets et là encore, dans certains organismes, le fait de se former avec d'autres personnels RH, ça permet aussi d'échanger sur ses pratiques et ses difficultés. Donc pour moi, c'est assez important que les élus comme les RH, se forment de manière régulière. Eh bien, merci beaucoup. Merci Delphine pour ce retour très complet. J'espère que les RH qui nous écoutent ou et même les élus auront du coup toutes les clés en main pour instaurer ou en tout cas renouer le lien social au sein de leur entreprise. Ah, merci beaucoup à vous de m'avoir donné la parole sur ces questions. Eh bien, avec grand plaisir. Je te souhaite une bonne journée. Merci, à vous À aussi. bientôt. Au revoir. À bientôt. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos collègues ou amis qui pourraient être intéressés. Merci à vous de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous très vite avec le prochain épisode.